Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Un point d'étape sur le projet Solar Impulse avant sa traversée du Pacifique. Nous irons en Arctique à l'occasion de l'avant-première au musée océanographique du documentaire L'âme de la banquise. Nous reviendrons sur le tournoi inter-entreprise de badminton. Il a eu lieu mardi soir au gymnase du lycée technique. Et enfin, notre invité du week-end, l'ancien pilote de F1, Thierry Boutsen. Nous débutons ce journal avec le projet Solar Impulse, un avion qui doit faire le tour du monde à l'aide de l'énergie solaire. L'équipe prépare la 7e étape et puis pas des moindres, la plus significative, la traversée du Pacifique. Les enjeux de cette étape avec Alexandra Pani. Il s'agit du vol le plus ambitieux de l'aventure Solar Impulse. André Borschberg tentera de relier pour cette 7e étape du Tour du Monde la Chine à Hawaï. 5 jours et 5 nuits sans escale avec pour seul carburant l'énergie solaire. Cette traversée du Pacifique est donc très attendue. Au programme, près de 120 heures de vol pour parcourir plus de 8000 km. Une préparation extrêmement rigoureuse et primordiale. L'avion est conçu pour cela, avec des gens, des meilleurs techniciens possibles, des ingénieurs qui sont vraiment en pointe, on dit comme ça, en pointe, des ingénieurs qui sont en pointe, et aussi le pilote qui s'est entraîné beaucoup. Il va méditer, il va se reposer très vite. Il y a un pilote qui préfère notre hypnose, André Borschberg, qui va effectuer le prochain vol, il préfère yoga et méditation. Ils ont déjà fait une simulation de 72 heures. Bon, là, on est dans un vol de 120 heures quand même. Mais les deux pilotes ont dit qu'avec les techniques qu'ils ont appris, ils sont confiants, deuxième, troisième journée, qui restent vigilants, qui restent concentrés pour arriver jusqu'à Hawaï. Bertrand Piccard et André Borschberg souhaitent avec cette aventure démontrer aux hommes politiques comme au grand public que les énergies renouvelables sont aujourd'hui une réelle alternative et d'apporter donc de nouvelles solutions aux problèmes environnementaux. Ça fait 16 ans que j'ai eu cette vision d'un avion qui volerait autour du monde et sur les océans sans carburant, volant jour et nuit, et on verra si c'est possible. C'est le moment de réalité, le moment de vérité. C'est peut-être un des moments les plus importants de ma vie. Est-ce que cette vision va être possible ou bien pas? En tout cas, il y a une équipe extraordinaire qui prépare tout ça et on verra ce que ça donnera. Ce vol transpacifique est un réel défi pour cet avion solaire. La décision finale sera prise par le directeur de mission Raymond Clerc, une fois toutes les données techniques analysées et notamment la partie météorologie. Un avion de plus de 70 mètres d'envergure qui doit décoller ne peut pas avoir des vents de côté. On appelle ça des crosswinds qui dépassent 4 nœuds, c'est à peine 7 km/h. On ne peut pas avoir des headwinds dépassant les 7 à 8 nœuds de l'ordre de 15 km/h. Il nous faut aussi du soleil quelques heures après le décollage pour pouvoir charger les batteries. En plus, cet avion a fait du yo-yo. Il monte pendant la journée à 28 000 pieds, qui est de l'ordre de 8 500 mètres. Mais la nuit, il doit descendre vers 1000 mètres d'altitude. Il va traverser toutes les couches de l'atmosphère. Et sachant que dans toutes ces couches de l'atmosphère, nous avons des différentes humidités, des différents types de nuages turbulents. On peut avoir des inversions thermiques et aussi les directions du vent qui changent en permanence. Et il faudra trouver dans cette soupe météorologique une solution sur 5 jours pour arriver quelque part à 6000 km de Nanjing, arriver sur Hawaï. À l'heure de ce tournage, l'équipe était toujours en attente d'une fenêtre pour assurer un vol dans les meilleures conditions. Pour suivre l'évolution du départ de cette 7e étape et plus largement cette incroyable aventure, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Solar Impulse. On passe de l'océan Pacifique à l'océan Arctique avec une avant-première, un documentaire qui a été projeté cette semaine au musée océanographique en présence des deux réalisateurs. Frédéric Hélion revient sur L'âme de la banquise. Reportage. Petit, il y passait ses mercredis après-midi pour y voir les films du commandant Cousteau. Mardi soir, Alain Antonielli retrouvait le musée océanographique pour y projeter cette fois en avant-première son propre film, L'âme de la banquise. Un documentaire de 52 minutes réalisé avec sa femme Nathalie au Groenland. 4 années passées sur place sur la terre des rois de l'Arctique, les Inuits. Une aventure humaine touchante sur les traces d'Olengwak, l'un des derniers chasseurs d'ours polaires.
Partir en plein mois de décembre, en pleine nuit polaire, voir les lumières du village qui disparaissent et se retrouver dans le noir total avec des images en noir et blanc, j'avais l'impression d'être sur la Lune. J'ai dit mais je fais quoi ici? Voilà, ça c'était un souvenir très très fort de voir ces gens travailler dans des conditions que l'on ne peut pas imaginer, de voir le froid, voir un autre monde. Depuis 2009, Alain et Nathalie Antonielli ont parcouru 4800 km en kayak sur la côte ouest du Groenland à la rencontre des hommes. C'est vrai que c'est un film qui est fait sur la durée, donc on ne peut pas rivaliser avec les gros moyens techniques. Il fallait être sur le terrain avec les contraintes et donc s'adapter, donc moins 40, une petite caméra, à 3 sur un traîneau et puis raconter une histoire, filmer le plus possible. À la fin de la projection, le public a pu poser des questions à Nathalie et Alain Antonielli sur leur périple et leur aventure sur place. Un public conquis par ce documentaire. J'ai trouvé que c'était un film qui était sincère. Donc ils vivent auprès des gens et on ressent vraiment cette sincérité et cette vie qui est quand même assez rude et quand même assez sauvage. C'est quelque chose qui m'a touchée, oui. Ils ont bien fait ressentir leur voyage et cette amitié qu'ils ont avec les gens du pays. Le couple Antonielli a désormais une famille adoptive au Groenland. Un retour sur ces terres glaciales de l'Arctique est prévu en décembre ou janvier prochain. Le film, lui, sera diffusé sur la chaîne Planète Plus et sur TV5 Monde. En bref, l'ambassadeur d'Israël à Monaco et en France a convié le ministre d'État ainsi que de nombreuses personnalités de la principauté à l'hôtel Fairmont à l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Une déclaration d'indépendance qui a eu lieu le 14 mai en 1948. On ouvre une page sport. Sachez que 2 joueurs de l'AS Monaco sont nommés au trophée de l'UNFP 2015. Anthony Martial pour le titre de meilleur espoir et Daniel Subasic comme meilleur gardien de Ligue 1. Les résultats seront dévoilés dimanche prochain. Un nouveau prix sera remis lors de cette soirée, le trophée UNFP Peace and Sport. Je propose d'écouter Joël Bouzou, le président de cette organisation. Ce trophée a été décerné en 2014 à Peace and Sport, au titre de toutes les actions qu'on peut faire à travers le sport et pour la paix dans le monde. Cette année, c'est une collaboration qui a été montée avec l'UNFP pour valoriser essentiellement les joueurs de football, pour montrer qu'un joueur de football, c'est pas simplement quelqu'un qui joue bien au football, qui peut être très riche éventuellement, mais c'est quelqu'un qui, souvent, aussi donne un retour à la société. Et vous avez Bernard Diomède avec sa fondation à Paris qui fait beaucoup de choses. Et puis vous avez des initiatives. Cette année, on a eu par exemple ce carton jaune qui a été reçu par Ibrahimovic, mais c'était pour faire la promotion d'une campagne contre la faim dans le monde. Peut-être l'initiative était un peu malheureuse, mais la volonté du joueur d'utiliser sa médiatisation pour faire la promotion d'une cause comme ça, je pense que ça c'est important. Il y a eu d'autres initiatives, comme celle des lacets multicolores, pour lutter contre la discrimination. Quel bel exemple que des champions qui se mobilisent pour montrer à la jeunesse que, ils ont la tolérance en eux, dans l'esprit de compétition, et donc le respect des autres. Je crois que le sport c'est un excellent véhicule pour cela. Alors je dirais c'est le premier trophée UNFP Peace and Sport cette année. C'était l'opportunité pour nous de commencer vraiment à travailler avec eux. Et je suis très fier que ce soit Monseigneur, en tant que patron de l'organisation Peace and Sport, qui décernera ce premier trophée à Paris. On reste dans le monde du football, toujours pour la bonne cause. Mardi soir, au stade Louis II, se déroulera le traditionnel match de la Star Team for Children, des pilotes automobiles opposés à d'autres personnalités sportives. Les fonds récoltés iront au profit de l'enfance et vous allez l'entendre dans cette interview du président exécutif. Il attend un maximum de spectateurs. Cette année, en accord avec la direction de l'éducation nationale, Madame Isabelle Bonat, nous a donné la permission d'envoyer un de nos responsables qui travaille avec nous pour l'organisation dans toutes les écoles de Monaco. On a fait imprimer 5000 tickets gratuits pour tous les enfants entre 8 et 14 ans. Que naturellement, il doit être accompagné par un adulte. Mais même s'il y a un adulte et 3 enfants, c'est la même chose. Parce qu'on veut vraiment que les jeunes y participent à cet événement. Ils vont supporter les pilotes de Formule 1, mais aussi le Star Team. Ça, c'est très important.
On attend du monde au stade parce que comme ça, plus il y a d'ambiance, mieux il est. On a des noms très importants, à part qu'il y a un monsieur qui s'appelle Novak Djokovic. Je ne sais pas si tout le monde il le connaît. Non, c'est notre capitaine cette année. On est très honorés de l'avoir avec nous. C'est 3 ans qu'il fait part de la Starting for Children, Monaco. Il sera là avec nous. Mais il y aura aussi un deuxième tennisman qui est venu s'installer à Monaco, Grigor Dimitrov, bulgare. C'est un garçon très bien, il aime beaucoup le football. Il est très très fort aussi à tennis. Et après, on a pris aussi 2 skieurs très importants qui n'étaient pas avec nous avant, Christophe Inerhofer et Max Blardone, le roi de slalom. Et on a changé aussi le gardien parce qu'on ne s'est jamais vu que les pilotes ils sont trop forts. Flavio Roma, qu'on le connaît depuis longtemps, à partir de cette année, il sera avec nous. Un mot à présent sur le tournoi interentreprises de badminton. Il a eu lieu mardi soir au gymnase du lycée technique. Émilie Rousseau vous en dit plus dans ce reportage. Comme en football ou en tennis, le badminton a désormais son tournoi interentreprises. Initié par la Fédération monégasque de badminton, la compétition a réuni 8 équipes pour un challenge mixte. Un réel succès pour Sylvie Bertrand, présidente de la FMBAD. C'est une demande de nos licenciés, qui sont d'ailleurs chacun capitaine d'équipe. Et en fait, ils voulaient fédérer autour du badminton une équipe au sein de leur propre entreprise. Donc on a lancé l'idée en septembre et c'est parti en janvier. Après avoir éliminé tour à tour la fonction publique, la SBM ou encore la mairie, 2 équipes se sont démarquées pour cette première édition. Il s'agit de Dietzmann et des sapeurs-pompiers de Monaco. Elles s'opposaient en finale en début de semaine au gymnase du lycée technique et hôtelier. Ça fait une petite dizaine d'années que je fais du badminton à Nice et à Monaco. Et quand j'ai vu qu'il y avait le premier tournoi interentreprise, j'ai vraiment décidé de m'investir et de faire participer des gens qui n'avaient jamais joué au badminton avant. Donc j'ai récupéré 2 jeunes filles, 3 jeunes hommes et voilà, on est parti. Et c'était des gens qui n'avaient jamais joué avant. Même cas de figure du côté de l'équipe des sapeurs-pompiers qui a levé certains préjugés que l'on colle à la discipline. On avait déjà participé au championnat, enfin c'était pas un championnat, c'était un tournoi inter-service au niveau de l'administration. Et puis en fin de compte on s'est pris au jeu, ça nous a bien plu. On ne connaissait pas du tout le badminton, on le voyait plutôt en sport de plage comme tout le monde le pratique. Et là on a découvert le côté sportif avec vraiment toutes les difficultés et puis la technique qu'il faut avoir. Puis on s'est pris au jeu, il y en a quelques-uns qui ont voulu participer. Puis voilà comment s'est lancée l'affaire. Avec 150 licenciés à son actif, ce tournoi inter-entreprise aura permis d'attirer d'autres fans du volant. De bon augure pour le club qui fête cette année ses 5 ans. Il est temps de passer à notre invité du week-end à l'occasion du Grand Prix de F1 qui va se dérouler le 24 mai. Voici le point de vue éclairé de notre invité. Thierry Boutsen, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme chacun le sait, un ancien pilote de F1, actuellement le président fondateur de Boutsen Aviation. On va en parler, mais avant cela, je voudrais que l'on parle bien sûr du Grand Prix, de la Formule 1, du sport automobile. Vous avez raccroché les gants, ou le volant, je ne sais pas comment on peut dire, le casque. Tout, en fait. Il y a quelque temps donc. Est-ce que vous êtes toujours aussi intéressé par le sport automobile ? Alors je suis ça, la Formule 1 en tous les cas, avec une assiduité religieuse, je dirais. J'ai toujours des anciens amis et collaborateurs qui y sont, comme mécaniciens, comme chefs d'écurie, et puis des pilotes que j'ai connus tout jeunes, quand ils faisaient du karting, au moment où moi j'étais en Formule 1, qui maintenant sont là en train de gagner les Grands Prix. Donc bien sûr, on reste la tête dans le milieu, je ne participe pas, je ne vais pas voir les Grands Prix plus que cela, mais je suis ça de manière très très intéressée et intéressante. Entre les années 80-90 et maintenant, j'imagine qu'il y a quand même de grands changements, qu'il y a eu de grands changements, que ce soit au niveau technologique, au niveau sécurité, peut-être même des pilotes. Qu'est-ce qui a changé selon vous ? Entre les années 80 et 90, on a fait un pas énorme au niveau de la sécurité. Les voitures au départ, celles que j'ai conduites au départ, c'était les châssis étaient en feuilles d'aluminium qui n'avaient absolument aucune résistance à rien. Le moindre accident, on avait les jambes coupées et la voiture prenait feu tout de suite. Quand j'ai terminé d'ailleurs avec cette voiture-ci que j'ai pilotée en 89-90, on avait déjà les coques en carbone batterie résistantes. Le pas en avant dans le niveau de la sécurité s'est fait à ce moment-là. Et depuis lors, beaucoup de choses ont changé avec l'arrivée des nouvelles technologies, les ordinateurs qui se sont mis
régler les voitures, les mettre au point, les contrôler, et presque les conduire, je dirais. Donc ça, à ce niveau-là, ça a beaucoup changé, mais surtout depuis l'arrivée en force de ces nouvelles technologies, des ordinateurs, de tous ces programmes très sophistiqués qui ont un petit peu pris le dessus sur le cerveau humain. Les pilotes aussi ont changé, vous avez l'impression, ou ce sont les mêmes? Les pilotes ont changé aussi, mais pour d'autres raisons. Les pilotes d'aujourd'hui commencent à rouler en karting vers 5, 6, 7 ans et puis passent, je dirais, jusqu'à l'âge de 18 ans à faire du karting et puis faire de la monoplace une fois qu'ils ont 15-16 ans. Ce qui, à notre époque... Ils pourraient presque être pilotes de F1 avant d'avoir leur permis de conduire. Mais c'est le cas avec Verstappen qui n'a pas 18 ans. Il s'est mis dans une F1 avant d'avoir 18 ans. À mon époque, on devait avoir un permis de conduire pour avoir une licence. Donc il fallait attendre 18 ans. Et j'ai dû, moi, attendre 18 ans. Comme ça, j'étais très, très nerveux. Et j'attendais ce jour-là comme une délivrance pour pouvoir enfin m'asseoir dans une voiture de course et participer à ma première course. Quels sont vos meilleurs souvenirs de pilote? Alors là, vous avez derrière vous la voiture qui a gagné le Grand Prix du Canada en 89. Est-ce que c'est ce Grand Prix, c'en est un autre? Quels sont vos meilleurs souvenirs? Ça, c'est la voiture, effectivement, avec laquelle j'ai gagné le Grand Prix du Canada en 89 et je l'avais dans mon garage pendant tout un temps et je ne la voyais jamais. Alors, quand j'ai racheté les bureaux ici, on s'est installé rue Grimaldi, on l'a mise au mur, comme ça, je la vois tous les jours. Pour moi, c'est un très bon souvenir. Mais je dirais que quand on prend un peu de recul, maintenant, j'ai arrêté la compétition en 99, donc avec le recul du temps, je dirais que toutes les courses que j'ai faites étaient presque aussi importantes les unes que les autres. D'ailleurs, la première victoire en Formule Ford était pour moi aussi importante que la première victoire en F1 parce que ça m'a permis de continuer, ça m'a permis d'avancer, ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de gagner des courses. Et j'ai gagné dans toutes les séries entre la Formule Ford et la Formule 1 et puis en Formule 1 après. Donc, toutes ces victoires sont tout aussi importantes les unes que les autres. Il n'y a pas vraiment de course qui sort du lot, je dirais. Avec le recul, c'est l'ensemble de la carrière qui compte. Un mot sur le Grand Prix de Monaco. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Quels sont les souvenirs que vous avez de ce Grand Prix de Monaco? Pour moi, Monaco, c'est le circuit le plus difficile, le plus intéressant. Le challenge est immense à Monaco parce qu'on doit être à 2 mm du rail en permanence. Si on laisse passer 5 cm entre le rail et la voiture, on a perdu 1/10 de seconde. Donc on est obligé d'aller contre le rail mais sans le frôler. Et ça, pendant tous les tours que l'on fait, que ce soit en essai et en course, c'est vraiment un challenge incroyable. Il y a ça nulle part d'autre. Nulle part d'autre. J'ai toujours adoré rouler ici. Et si je pouvais d'ailleurs le refaire aujourd'hui, je le referais parce que c'est trop sympa de pouvoir rouler à Monaco. Oui, vous êtes nostalgique justement de cette période? Oh, pas du tout. Non, je dis ça comme ça par pure plaisanterie, je dirais, mais c'est quelque chose qui est vraiment au cœur, dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup de pilotes. Il y a les deux d'ailleurs, les pilotes qui détestent Monaco et les autres qui adorent, mais la majorité adore parce que vous l'avez dit, c'est un challenge incroyable. C'est un grand prix complexe. Oui. C'est très compliqué. Au niveau notoriété aussi, quand on gagne Monaco, on a gagné le Grand Prix qu'il fallait gagner. Ce qui n'a malheureusement pas été mon cas. J'ai été très souvent bien placé, mais malchanceux avec des pièces qui ont cassé sur la voiture. Je me souviens, avec cette voiture-là, j'étais 3e en course et puis j'ai perdu un bout d'aileron. J'ai dû m'arrêter, changer l'aileron, repartir, sinon j'étais sur le podium. Donc, non. Un Grand Prix magnifique. On passe à votre reconversion, si vous voulez bien. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que c'est complexe de se reconvertir quand on est pilote de F1 tout simplement? En ce qui me concerne, ça s'est fait automatiquement. J'ai toujours été passionné par l'aviation. Mon premier job d'ailleurs de mécanicien, le premier job que j'ai fait quand j'étais entre les études, je dirais le bac, ce qu'on appelait le bac en Belgique, et puis l'université, j'ai fait des études d'ingénieur par après. Donc j'ai travaillé 2 mois comme mécanicien dans une société qui faisait voler des avions d'affaires. Donc c'était un peu là que j'ai découvert le domaine de l'aviation d'affaires. Oui, parce que vous étiez aussi pilote d'avion, même quand vous étiez pilote de F1 pendant cette période. Ah, tout à fait. Donc le virus m'est rentré là et puis ne m'a jamais quitté. C'est pas frustrant d'ailleurs quand on est sur le circuit, quand on se dit mais si je pouvais voler, je les doublerais tous. Non, parce qu'on est tellement concentré qu'on n'a pas de ce genre d'idées qui passe par la tête. Mais non, j'ai très vite appris à piloter, juste après ce travail d'étudiant. J'ai appris à piloter. Et puis quand j'ai eu ma première prime d'arrivée chez Benetton, j'ai acheté un petit avion, un biturboprop,
que j'ai revendu 2-3 ans plus tard. J'ai acheté un avion un peu plus grand, un peu plus puissant, un peu plus rapide aussi. Et puis j'ai acheté un 3e et puis un 4e, comme ça, en les échangeant. C'est le fait justement d'acheter comme ça des avions, de les revendre, qui vous êtes dit à ce moment-là, tiens, je pourrais à ce moment-là, pas du tout. À ce moment-là, pas du tout. Mais c'est en 97, j'ai eu un contact avec Heinz-Harald Frentzen qui pilotait une F1. Il est venu me trouver en disant, toi, tu as l'habitude de faire des transactions d'avions, j'aimerais bien avoir un avion comme le tien, mais je ne sais pas du tout comment faire. Je lui ai dit, je m'occupe de tout. C'était mon premier client. La transaction s'est super bien passée. Et puis, en ayant entendu cela, quelques jours plus tard, Keke Rosberg est venu chez moi, puis Mika Häkkinen, et puis Michael Schumacher, Guy Ligier. Et donc, j'ai fait une dizaine de transactions comme cela pour mes amis clients dans le monde de la F1. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est tellement sympa à faire. Ce genre de métier ou de hobby ou de passion, tout est lié à ce niveau-là. Et puis je me suis lancé un petit peu dans le monde extérieur et on a progressé, on a appris le métier en le faisant. J'ai créé la société avec mon épouse ici à Monaco. Et aujourd'hui, on a fêté la semaine dernière le 300e avion vendu depuis les débuts. Donc c'est quelque chose que l'on vit par passion et qui nous amène beaucoup de satisfaction tous les jours. Donc concrètement, Boutsen Aviation, vous avez des clients qui cherchent un avion, vous revendez, qu'est-ce que vous faites exactement? On est broker dans le domaine de l'aviation d'affaires. Donc on trouve un acheteur, on trouve un vendeur, on les met ensemble, un peu comme une agence immobilière le fait avec les appartements ou les maisons. On s'occupe donc principalement d'avions d'occasion. On fait aussi quelques avions neufs de temps en temps, j'aurai 2 ou 3 par an, où là on s'occupe d'acheter l'avion pour nos clients, qui nous commissionnent pour ça, qui nous missionnent pour ce genre d'action-là. Et là on suit toute la commande, la construction de l'appareil, on s'occupe de toute l'installation de la cabine et de tout le suivi pendant la construction, pour un jour arriver à ce que l'avion soit prêt et livrable. On fait tous les tests aussi, les tests en vol, les tests au sol, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui ait été oublié, bien sûr. Quelles sont votre clientèle? Quelle est votre clientèle, votre type de clientèle concrètement? Sont des gens d'ici? C'est à travers le monde? Alors, on a vendu des avions dans 50 pays différents, sur les 5 continents. Donc à ce niveau-là, on est une société basée à Monaco, bien sûr, mais avec un rayonnement mondial aussi bien. Aux États-Unis, qu'en Chine, qu'en Afrique du Sud, au Japon. On a même un jour vendu un avion à des Esquimaux. Donc c'est dire jusqu'à quel point on va pour faire des transactions. Dernière question, on a parlé du Grand Prix. Il y a eu quelques jours, le e-Prix de Monaco, le premier e-Prix de Monaco, donc une compétition de voitures électriques. Vous l'avez suivi, ça vous intéresse? Ça m'intéresse énormément. Énormément. De par ma formation d'ingénieur, je m'intéresse à tout ce qui est technique, développement, évolution de toute la partie mécanique et de tout ce qui va autour. Et je trouve que le Grand Prix de voitures électriques, ou le e-Prix, comme vous dites, oui, est quelque chose de très, très intéressant. Très intéressant. Peut-être de l'ampleur. Ça dépendra un petit peu de ce que les organisateurs vont en faire, mais je crois que c'est une formule qui a déjà le mérite d'être là, par laquelle on va devoir un jour passer. D'ailleurs, les Formule 1 sont moitié électriques, moitié propulsés par des moteurs à combustion. Mais l'électricité arrive un peu partout. On voit ça dans les voitures sur la route également. Et justement, la compétition permet de faire des développements beaucoup plus rapides et permet de partir de quelque chose qui est très compliqué au départ, de le rendre un petit peu plus simple, un peu plus performant. Et je crois que d'ici quelques années, on aura des voitures électriques un peu partout et notamment en compétition. Thierry Boutsen, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et si vous le voulez bien, on va passer à la météo. Samedi, du soleil et des nuages passagers sans détérioration. Les températures restent agréables, de 18 à 23 degrés. Dimanche, un beau ciel bleu et des températures assez chaudes. En avance sur la saison, comptez de 19 à 25 degrés. Lundi, même chose, du soleil et des températures en avance sur la saison, de 19 à 24 degrés. Et enfin mardi, temps plus maussade, en partie nuageux avec un risque de pluie. Avant la nuit, il fera de 19 à 21 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été notre invité, Thierry Boutsen. Merci beaucoup de m'avoir invité. À très bientôt. Au revoir.